Bonjour, je suis Arnaud François, directeur technique et innovation à Littoral Normand, mais également conseiller en accompagnement de projet. Et aujourd'hui, pour ce webinaire de la semaine de l'expertise, je vais vous parler de la façon dont on peut adapter son bâtiment quand les températures extérieures montent. Donc ce que je vous propose, que nous abordions aujourd'hui, c'est d'abord revenir sur les fondamentaux globaux des principes de ventilation statique et dynamique en bâtiment afin de bien comprendre quelles sont les problématiques associées lorsque les températures montent en été. Ensuite, faire un balayage global des solutions techniques qui sont offertes à vous pour aménager vos bâtiments. Et ensuite, revoir vraiment quelles sont les différentes étapes qui mènent à une bonne réflexion et à un choix avant de résumer tous ces éléments au travers du webinaire. Donc d'un point de vue global, pourquoi déjà adapter mon bâtiment afin de préparer l'été? Il est vrai que lors de webinaires précédents, nous avons déjà pu aborder le sujet sous un angle plutôt zootechnique. Et ça reste le premier réflexe d'adaptation. Il ne faut pas oublier qu'adapter son bâtiment est la solution ultime, mais avant ça, il faut bien prévoir les bonnes conditions d'élevage qui permettent aux animaux de s'adapter aux fortes chaleurs. Et au travers de ça, je pense bien entendu à l'abreuvement, à l'alimentation, aux conditions d'accueil des animaux qui sont, somme toute, plus faciles à adapter vis-à-vis de fortes chaleurs qu'un bâtiment en tant que tel. Malgré tout, pour pouvoir considérer des solutions pérennes afin d'adapter son bâtiment aux fortes chaleurs, il est important de le prévoir afin de garantir une bonne qualité du lait pour ces animaux, des bonnes croissances et des bonnes conditions d'élevage pour ces génisses comme pour les animaux adultes, une optimisation de l'environnement pour les vaches laitières. Quand on a des animaux à l'engraissement, je pense bien entendu aux jeunes bovins, aux bœufs en été, avoir une optimisation du GMQ, mais également, ce qui est important, de garantir un confort pour l'éleveur au quotidien. D'un point de vue global, si on revient sur les éléments qui nous demandent une vigilance dans l'adaptation du bâtiment sur des conditions estivales, il ne faut pas oublier que la vache laitière élimine au minimum 25 litres d'eau par jour, soit l'équivalent d'1 millimètre de pluie chaque jour dans le bâtiment. Si on fait un cumul à une centaine de vaches qui peuvent être présentes dans un même bâtiment, ça représente quand même 100 millimètres de pluie, d'équivalent pluie dans un bâtiment. Donc c'est non négligeable et on comprend aussitôt pourquoi il est important de bien adapter sa ventilation. Un deuxième point important et crucial, c'est que les bovins, étant des polygastriques, craignent beaucoup moins les basses températures que les fortes températures. Dès lors que la température va dépasser 25 degrés, ils vont être en zone d'inconfort. On va le voir tout à l'heure sur un tableau récapitulatif. L'hygrométrie va également influer sur cette notion de confort. Et une chose importante à savoir aussi, c'est qu'une bonne ventilation du bâtiment, ce ne sont pas que des ventilateurs, bien entendu. C'est également de la surface suffisante pour les animaux, des volumes d'air suffisants, une orientation favorable, puisque la plupart du temps, le bâtiment va quand même fonctionner automatiquement ou de façon statique, on appelle ça, vis-à-vis de l'environnement extérieur, c'est-à-dire des vents, des contraintes topographiques, des haies ou des collines. Il est important aussi de prévoir un renouvellement régulier de l'air via des entrées en long pan, en pignon, mais également des sorties, et une protection malgré tout contre les courants d'air. Je vous en parlais tout à l'heure, on retrouve ici ce tableau un peu récapitulatif qui nous montre les zones de confort thermique dans lesquelles la vache va être dans ses conditions optimales. On s'aperçoit aussitôt qu'en dessous de 22 degrés, on n'a pas trop de soucis, peu importe l'humidité relative ou le taux d'hygrométrie, la vache va être plutôt dans une zone de confort thermique, c'est la zone qui est matérialisée en vert. Mais dès qu'on va soit augmenter la température, passer à 26, 27, 28 degrés, soit augmenter de façon corrélaire ou disjointe l'hygrométrie dans l'ambiance, on va arriver dans une zone de danger qui est, on va dire,
plus importante dès lors qu'on arrive au niveau des 28-30 degrés. Et là, on commence à avoir de vrais risques de stress thermique qui peuvent impacter fortement les conditions de l'animal et son bien-être, ses niveaux de production, la qualité du lait, etc. Revenons aux fondamentaux pour comprendre comment on peut du coup impacter et modifier les conditions de gestion d'ambiance du bâtiment. Certes, je ne suis pas Louis Baudin, mais malgré tout, on va venir regarder comment ça se passe globalement en conditions météorologiques pour comprendre comment fonctionne la ventilation d'un bâtiment. Il y a déjà une notion importante, c'est la différence de densité entre l'air chaud et l'air froid. L'air chaud a un poids spécifique plus faible que l'air froid, c'est-à-dire que les molécules d'air dans un courant d'air chaud, quand la température est plus importante, vont être plus espacées entre elles. On le voit bien matérialisé sur les deux petits carrés où les molécules représentées par des points gris sont beaucoup plus denses dans le carré bleu. Donc l'air froid étant plus dense et l'air chaud ayant une densité ou un poids spécifique plus faible, l'air chaud va être en capacité de véhiculer plus de molécules d'eau sur un même volume. Et c'est pour ça que ce qu'on retrouve régulièrement, c'est que quand la température de l'air descend, eh ben, le point de rosée ou finalement l'humidité relative va être plus important malgré un volume d'eau dans le bâtiment ou dans une pièce définie équivalent à une autre situation où on va avoir une température plus élevée. Pourquoi je vous explique cet élément fondamental? C'est que pour pouvoir permettre un bon fonctionnement de la ventilation, il ne faut pas non plus complètement oublier le fonctionnement en hiver, puisque les animaux vont être présents, bien entendu, principalement en hiver. Ils sont rentrés, ils sont plus au champ, ils sont présents toute la journée et toute la nuit en bâtiment. Et il faudra de bonnes conditions de fonctionnement en hiver avec de bonnes capacités à ventiler le bâtiment pour que ça puisse bien se passer également en été. Si on pense uniquement stress thermique l'été et qu'on oublie le fonctionnement du bâtiment l'hiver, on a risque de se tromper et d'occasionner d'autres problématiques qui peuvent être plus impactantes au niveau technique comme économique sur l'élevage. Pour récapituler ce que je disais, donc l'humidité est également un facteur très influent dans les conditions d'ambiance. Lorsque son taux est élevé, notamment en hiver, ça peut provoquer de la condensation. Elle est plus rapide quand la température est basse et cette condensation fait que l'animal va avoir une sensation de refroidissement plus rapide, dû au pelage humide, dû aux conditions d'ambiance globale qui sont moins agréables. Et autant sur des grands animaux, ça peut ne pas être trop grave parce qu'ils ont la capacité à se réchauffer et à lutter contre cet effet un peu négatif de la température basse associée à l'humidité. Mais pour les jeunes animaux, je pense principalement aux veaux, ça peut être inquiétant. Par contre, en été, l'humidité, elle va accentuer également l'impact des températures élevées. On l'a vu tout à l'heure sur le tableau. Une combinaison de température élevée et d'humidité vont avoir un effet négatif puisqu'on va avoir une sensation de lourdeur dans l'ambiance et qu'on connaît quand on a pu aller fréquenter les tropiques par exemple, on retrouve cet effet de lourdeur et les animaux vont se sentir de la même façon, ils vont se sentir moins bien. Donc un élément important, évacuer l'humidité. Et comment évacuer l'humidité? Il faut renouveler l'air, c'est très important. En été, les vitesses d'air vont être bénéfiques. On va pouvoir créer un petit courant d'air. On va avoir cet effet vent, cet effet bise qui va apporter du confort, qui va renouveler l'air. On l'a vu tout de suite, c'est important, mais qui va également permettre d'avoir un effet ressenti plus frais. Donc, les vitesses d'air vont être bénéfiques pour baisser la température ressentie, puisque l'air va évaporer l'eau présente à la surface de la peau, et va évacuer également les calories qui peuvent être produites à la surface au contact des animaux. Et elle va être un moyen de lutte vraiment utile contre le stress thermique via la ventilation naturelle, bien entendu des bâtiments. Vous avez une photo ici d'animaux en logette
On voit qu'il y a eu des ouvertures qui ont été faites sur le bas du long pan afin de favoriser une entrée d'air par le bas qui arrive directement au niveau du poitrail des animaux pour bien les refroidir, soit via une ventilation mécanique si nécessaire, et ça on va revenir derrière sur les bonnes méthodologies de fonctionnement. Un dernier élément qui ne doit pas être oublié, c'est le rayonnement solaire. Autant il peut être bénéfique en hiver, et il est important pour pouvoir bien respecter le cycle physiologique des animaux, autant il peut devenir un problème en été. En hiver, bien entendu, il favorise, on sait que le rayonnement solaire est vecteur de développement de vitamine D, que ce soit pour l'humain ou pour les animaux. Il permet d'assécher les étables, il permet également d'apporter une sensation de confort plus importante et de réchauffer un peu l'ambiance pour diminuer le taux d'hygrométrie dans le bâtiment. Autant en été, il peut avoir un effet inverse où il va pouvoir provoquer une surchauffe qui peut être préjudiciable au confort des animaux. Je pense notamment aux plaques translucides qui peuvent se retrouver en toiture, qui vont pouvoir provoquer des zones de réchauffement vraiment localisées et limite des petits effets serre sur certains endroits du bâtiment qui vont induire des zones d'inconfort pour les animaux. Si on résume, et c'est là toute la difficulté, c'est pour ça que derrière on va pouvoir analyser les solutions possibles. On a vraiment une distinction forte entre les conditions de gestion de l'ambiance en bâtiment entre l'hiver et l'été. Les vitesses d'air élevées, autant ça va être favorable en été pour diminuer la température de ressenti des animaux, autant c'est défavorable en hiver puisque ça peut induire des zones d'inconfort, particulièrement sur les petits animaux, mais également sur les gros animaux, les gros bovins, les vaches laitières. Donc, il faut trouver la possibilité d'aménager son bâtiment pour changer un peu la vitesse d'air ou la vitesse d'entrée d'air fonction de la saison. L'humidité élevée, on l'a vu, c'est un ennemi global. Que ce soit en hiver ou en été, il va le provoquer plutôt des zones d'inconfort, il va favoriser le développement microbien et bactérien qui peut derrière induire des maladies, de l'inconfort, un paillot ou une surface de couchage qui n'est pas confortable. Globalement, l'humidité, l'objectif de ventiler, son premier objectif, c'est d'évacuer l'humidité pour donner des bonnes conditions de confort aux animaux. Et le rayonnement solaire, autant il va être favorable en hiver qu'il sera défavorable en été. Donc, fort de ces constats et de ce résumé, maintenant, on va regarder les solutions qui peuvent être adaptées pour permettre à votre bâtiment de bien lutter, de bien s'adapter quand les températures montent l'été. Tout d'abord, l'entrée d'air. L'air, on l'a vu tout de suite, elle doit entrer. Et je vous propose ici de balayer quelques solutions qui vous permettent d'adapter votre bâtiment. Même s'il est en fonctionnement, même s'il a déjà 10, 15, 20 ans, on peut trouver des solutions pour l'adapter. Et on va balayer ces solutions de la plus simple à la plus complexe ou la plus onéreuse à mettre en place, mais qui n'est pas forcément la moins durable. Première chose, déjà, il faut que l'air rentre. Il faut que l'air rentre et il faut que l'air rentre par l'orientation préférentielle des vents dominants de votre bâtiment. On sait, quand on regarde une rose des vents globale en Normandie, que les deux grands vents dominants sont celui de ouest-sud-ouest, qui souffle régulièrement toute l'année, mais également celui de nord-est, qui souffle en hiver, qui peut souffler par épisode au printemps ou en été également, quand on a des conditions anticycloniques qui viennent du nord-est de l'Europe notamment. Donc, certes, on ne va pas venir changer l'orientation d'un bâtiment, il est illusoire de le penser, mais malgré tout, j'en parle puisque ces entrées d'air qui doivent être faites vont devoir être faites plutôt dans l'orientation de ces vents dominants afin d'être le plus efficiente possible. Donc, la première solution est tout simplement de pouvoir démonter des zones de bardage. Quand on a un bardage plein en tôle notamment, c'est de pouvoir démonter des zones de bardage afin de provoquer une entrée d'air préférentielle. On a un exemple ici sur une photo, on a démonté carrément un carreau de bardage.
c'est une solution très simple qui permet de faire une entrée d'air localisée. Elle doit être associée, bien entendu, à un diagnostic de ventilation appuyé d'un fumigène, notamment pour mesurer un peu l'effet de cette entrée d'air dans le temps et voir comment l'air derrière circule dans le bâtiment. Une entrée d'air, elle doit être, l'objectif c'est qu'elle soit assez bien répartie sur l'intégralité du bâtiment, puisque son effet, quand l'air arrive de l'extérieur, une fois dans le bâtiment, son effet va s'estomper après 10-12 mètres à l'intérieur du bâtiment. Donc on comprend aussitôt que sur des bâtiments très larges, ça peut poser problématique et il faut des relais de ventilation pour pouvoir accompagner le flux d'air dès lors qu'on a des bâtiments qui sont très larges, et je pense aux bâtiments qui font 20, 25, 30 mètres de largeur, mais également sur des bâtiments qui sont longs, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir plusieurs entrées d'air et pas une seule à un seul endroit, sinon il est illusoire de penser qu'on aura une bonne homogénéité de l'ambiance dans le bâtiment. On peut également faire des panneaux articulés, comme sur la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on va venir par exemple sur des bardages de tôlés ou des bardages claire-voie, créer un volet sur charnière, sur une partie du lopan ou du pignon. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir jouer, fonction de la saisonnalité, sur une ouverture plus ou moins grande de cette solution. Et notamment en été, ce sera complètement ouvert, mais l'hiver, on peut un peu refermer si jamais il y a des vents trop forts et que ça induit un courant d'air trop important dans le bâtiment. C'est une solution qui reste peu onéreuse et facile à mettre en place. On a les bardages ajourés coulissants. Donc là, c'est différent, c'est des bardages claire-voie. Et donc, en fait, les lamelles de claire-voie vont pouvoir coulisser ou s'ouvrir plus ou moins comme des ailettes pour pouvoir changer l'espace, modifier l'espace d'ouverture qui peut être utile entre les planches de bardage. Ensuite, on a des solutions un peu plus complexes, mais également un peu plus efficientes au niveau de la gestion des entrées d'air. Et on va arriver notamment sur des solutions qui peuvent être motorisées. On a le premier élément qui sont des guillotines. Donc là, ce sont soit des panneaux rigides, soit on peut le retrouver sur des panneaux un peu plus... donc on est sur du panneau plein, mais du panneau par exemple en bâche pleine. Donc là, en fait, on va avoir un enroulement ou un effet montée-descente d'un panneau et on va pouvoir motoriser cette entrée d'air pour pouvoir l'agrandir ou la diminuer en fonction de la saison. On a également derrière des rideaux avec une ouverture du haut vers le bas. Ça, c'est une solution qui est vraiment très utile pour pouvoir gérer son bâtiment. Ça nous permet d'avoir un bâtiment 4 saisons, de gérer ses surfaces d'entrée d'air en hiver comme en été, de pouvoir ouvrir par le haut. C'est intéressant en hiver puisqu'on va plutôt faire rentrer l'air froid juste sous la sablière par le haut du bâtiment afin d'éviter que l'air froid, pour rappel qui est plus lourd que l'air chaud, retombe directement sur les animaux et provoque de l'inconfort. Donc l'air va avoir le temps de se mélanger à l'ambiance globale du bâtiment, mais malgré tout va permettre d'évacuer l'humidité. Et en été, on ouvre intégralement pour avoir une grande entrée d'air, on fait entrer de l'air frais et ça va être bénéfique pour les animaux. Et la dernière solution, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a un enroulement par le haut. C'est un effet intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure l'été, puisqu'on va pouvoir privilégier une entrée d'air et une accélération de l'entrée d'air par le bas, histoire d'amener de l'air frais directement au niveau des animaux. Mais faire entrer l'air, ça n'est pas suffisant, il faut également qu'il sorte. On l'a vu tout à l'heure, il faut pouvoir évacuer cette humidité, c'est très important, c'est le facteur primordial d'une bonne gestion de l'ambiance en bâtiment. Et pour faire sortir l'air, étant donné qu'elle va s'être réchauffée au contact des animaux à l'intérieur du bâtiment, elle va avoir tendance à remonter. Donc, on va avoir deux systèmes de ventilation. Soit ça va fonctionner en effet vent, c'est-à-dire le courant d'air va balayer, le bâtiment d'un côté à l'autre, et donc il nous faut une entrée d'air d'un côté et une sortie d'air à l'opposé. Soit sur les bâtiments plus larges, l'air va sortir plutôt au niveau de la faîtière, au sommet. Et donc là, il nous faut une bonne sortie sur toute la longueur et bien répartie afin d'encourager l'évacuation de l'air vicié et de l'humidité. Pour une bonne sortie d'air, il faut qu'elle fasse 15 cm minimum de largeur. Souvent, on parle aussi d'un centimètre par 1 mètre de largeur globale du bâtiment, tout en gardant en tête que les bâtiments trop larges, il faudra plusieurs sorties d'air. Et si les pignons n'est pas bardé,
eh ben, on propose de fermer la faîtière aux extrémités pour éviter les perturbations de ventilation. Et vous retrouvez ici quelques photographies qui vous montrent différents systèmes d'ouverture d'air au niveau du faîtage qui peuvent permettre de réguler ou pas la surface de sortie d'air. Mais le point important, c'est qu'il faut une sortie d'air. Si on a une entrée d'air, il faut une sortie d'air. Et souvent, on me recommande que l'entrée d'air soit 2 fois plus grande en surface que la sortie d'air. Les cas spécifiques des bâtiments larges. Pour terminer sur ce volet des solutions, vous avez ici 4 photos qui montrent des bâtiments assez larges. Lorsque les bâtiments font plus de 10-12 mètres de largeur, notamment, je parle de cette largeur, entre l'entrée d'air et la sortie d'air, il va falloir mettre en place des relais de ventilation. Si on ne les met pas en place, en fait, on va avoir une retombée de la dynamique de ventilation et finalement, l'air va commencer à tourner dans le bâtiment, ne va pas s'évacuer et on va créer des zones d'inconfort pour les animaux et de perturbation. Donc, pour pouvoir gérer la ventilation sur des bâtiments larges, on va préconiser de réaliser des décrochets de toiture pour pouvoir favoriser les entrées d'air. Les entrées d'air vont avoir pour objet de faire un relais de ventilation et de redynamiser le flux d'air présent à l'intérieur du bâtiment afin qu'il atteigne bien la sortie. Donc vous avez ici des exemples sur des décrochets de toiture au niveau de la construction des appentis notamment. C'est souvent présent au niveau de la ligne de Cornady entre la table d'alimentation et l'aire d'exercice. Vous avez possibilité de faire des écailles donc qui permettent en fait via la pose d'un tasseau de faire un décalage de hauteur entre 2 rangées de fibro ou de tôle pour permettre un flux d'air qui puisse entrer dans le bâtiment. Et puis on a également, aujourd'hui on retrouve régulièrement sur les bâtiments qui sont équipés de panneaux photovoltaïques des grands pans des monopentes qui sont dans lesquels on accueille des animaux. Donc il ne faut pas oublier de garder des grandes surfaces de sortie d'air et d'entrée d'air dans ces bâtiments-là pour qu'on puisse avoir une ventilation qui là va être souvent va pouvoir avoir 15, 16, 18 mètres d'écart entre l'entrée d'air et la sortie d'air, ce qui est en soi trop important. Mais si on préconise avec des grands volumes, ça peut aussi très bien fonctionner. On a fait un peu le balayage des solutions d'adaptation du bâtiment pour une ventilation statique. Je rappellerai que c'est le premier point à mesurer et à prendre en compte. Si on ne met pas son bâtiment dans les meilleures conditions pour pouvoir fonctionner sans mise en place de brassage ou de ventilateur électrique, il est illusoire que cela fonctionnera bien dans le long terme. C'est-à-dire qu'on doit passer par cette étape pour mettre son bâtiment en condition et notamment en bonne condition de fonctionnement dans les situations hivernales avant d'aller plus loin dans les solutions d'adaptation du bâtiment. Si toutefois, ce n'est pas suffisant et qu'on n'arrive pas à bien contrôler l'ambiance en été, la température continue à monter ou alors on a difficulté à évacuer toute l'hygrométrie qui est présente dans le bâtiment due à la respiration des animaux, à la chaleur provoquée par le paillot ou par les surfaces de couchage des animaux, il y a la possibilité de dynamiser la ventilation. Et quand je parle de dynamisation de la ventilation, c'est-à-dire de venir poser des brasseurs électriques qui fonctionnent sur variateur de fréquence et qui vont venir créer un courant d'air à l'intérieur du bâtiment. Toutefois, je le rappelle, il faut que les conditions de fonctionnement initiales soient bonnes dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un bon respect des entrées d'air et des sorties d'air pour que ça fonctionne de façon optimale. Après, donc, pour venir réaliser la mise en place de brassage automatisé en stabulation, ça peut être nécessaire quand on a des bâtiments qui sont accolés, quand on a une mauvaise orientation ou un mauvais positionnement d'un bâtiment de façon initiale, ou qu'on a un réménagement d'un bâtiment avec un changement d'affectation des animaux. Avant, c'était un bâtiment de stockage matériel, plus des vaches laitières, et finalement, on a consacré l'intégralité de la surface aux vaches laitières. Eh bien, on peut venir avec une solution de brassage afin d'apporter la solution finale pour garantir des bonnes conditions d'ambiance en été. Donc, première des solutions, le brassage vertical en stabulation.
Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'installation de brasseurs verticaux, comme vous pouvez le voir sur la photo. Ce qu'il est important, en fait, c'est qu'on va avoir une succession de brasseurs qui vont pousser le flux d'air de l'un à l'autre. C'est-à-dire, en fait, le flux d'air va être induit par un premier ventilateur qui va le pousser vers un second et qui va le relayer. Et de façon tout à fait normale, on retrouve cette même distance dont je vous témoignais tout à l'heure, de 10 à 12 mètres de distance maximum entre ventilateurs pour éviter en fait que le flux d'air ne redescende et qu'on ait plus de dynamique. Et c'est pour se garantir en fait une dynamique de continuité du flux d'air dans le bâtiment. Donc pour la bonne installation et le bon positionnement, il faut une distance de 12 à 18 mètres entre les brasseurs. Il faut qu'ils soient positionnés à une hauteur de 2,70 m minimum, histoire de ne pas être gêné par les ventilateurs par les animaux déjà. Il ne faut pas que les animaux puissent l'atteindre, bien entendu, mais également quand on fait pour pouvoir utiliser les engins à l'intérieur du bâtiment ou tout simplement pour éviter en fait que le flux d'air soit trop proche du dos des animaux. On préconise une inclinaison vers le bas qui soit de 15 à 20 degrés pour pouvoir diriger le flux d'air vers les animaux et provoquer cette sensation de cooling, de fraîcheur vers les animaux. Ces ventilateurs sont reliés entre un boîtier de ventilation et il est piloté sur une température de consigne, donc une sonde de température est présente, une ou plusieurs sondes de température sont présentes dans le bâtiment et donc on met une température de consigne, elle doit varier selon la saison. En hiver, la température de consigne évidemment va être un peu plus basse pour pouvoir engager le fonctionnement des ventilateurs dès des températures de 12-14 degrés avec comme objectif plutôt de venir assécher l'ambiance, d'améliorer l'assèchement de l'ambiance. Par contre, en été, on va augmenter cette consigne-là pour pouvoir avoir plutôt un fonctionnement à partir de 18 degrés et un maximum de fonctionnement à 100% des ventilateurs dès lors qu'on atteint 24-25 degrés. Au niveau des solutions de brassage vertical, quels sont les points positifs et les points négatifs? Donc, au niveau des points positifs, ça peut induire une vitesse d'air élevée sur les animaux. Donc, en été, ça va être vraiment bénéfique. Ça peut être accouplé également à une solution de brumisation pour augmenter la ventilation et pour augmenter le sentiment de fraîcheur au niveau des animaux. Et ça ventile très bien en effet couloir. Par contre, ça ne prend pas une largeur de plus de 7-8 mètres au niveau du fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que si on a des bâtiments très larges, il faudra venir multiplier les couloirs de ventilation par ces systèmes. Au niveau des points négatifs, c'est un coût énergétique assez élevé, mais plus réduit que dans les matériaux anciens, c'est-à-dire que les matériaux de ventilation s'améliorent, les motoréducteurs ou les moteurs sont de plus en plus efficients, on a moins de consommation électrique. Le bruit sur certaines solutions est parfois encore un peu élevé. Et surtout, on doit avoir un nombre de ventilateurs au final qui est assez important, puisque la distance optimale qu'on voyait tout à l'heure, c'est 10-12 mètres entre ventilateurs. Donc, on peut penser aussitôt, par exemple, à une stabulation qui ferait 25 mètres de large sur 100 mètres de long. Ça nous occasionnerait l'achat de 16 à 18 ventilateurs au global. Donc, ça fait un coût qui est non négligeable. La deuxième solution, c'est la solution de brassage horizontal. Donc là, c'est complètement différent. C'est des grands ventilateurs, des grandes pales horizontales. On les voit ici en sommet de la photo, qui vont faire de 3 à 5 mètres d'envergure pour pouvoir venir brasser l'ambiance du bâtiment. En termes d'installation, il existe différentes largeurs, comme je pouvais en témoigner. Donc ça va être, on va choisir la largeur fonction de l'aménagement du bâtiment ou de la largeur du bâtiment. Un brasseur horizontal permet de brasser grosso modo de 60 000 à 80 000 m3 d'air. Donc c'est pareil, pour pouvoir prévoir la bonne installation, en fait, on va cuber le bâtiment, on va mesurer quel est le volume volume d'air présent dans le bâtiment. Ils sont installés sur variateurs de fréquence qui peuvent être intégrés au niveau du moteur ou déportés. Donc lorsqu'on a ces installations-là, attention à la création de courants parasites. Il est important de faire des pauses avec des câbles blindés pour éviter les courants parasites qui pourraient provoquer d'autres problématiques de confort ou de bien-être sur les animaux. Au niveau de l'intervalle, on est à peu près sur la même chose que les ventilations sur les ventilations verticales. C'est 12 mètres d'espace entre chaque brasseur. Et la hauteur minimum d'installation, elle est également de 2,80 m à 3 mètres de hauteur.
En termes d'atouts et d'inconvénients sur ces solutions-là, donc l'avantage, c'est que ça apporte un assèchement de l'air et notamment des airs paillés. C'est vrai que c'est une solution qu'on va souvent recommander lorsqu'on est en aménagement de stabulation en air paillé, puisqu'on va pouvoir venir souffler l'air l'été vers les animaux et donc provoquer un sentiment de confort au niveau des airs paillés. On peut également, certains modèles fonctionnent dans les deux sens, donc on peut venir aussi assécher l'ambiance en faisant tourner le ventilateur dans l'autre sens, et plutôt en extrayant l'humidité l'hiver pour pouvoir venir assécher l'ambiance. Ça va pouvoir induire, si on vient assécher, des économies de paille, puisqu'un meilleur maintien du paillot, et des visites d'air qui vont être satisfaisantes dans un rayon de 5-6 mètres autour du ventilateur. Par contre, les effets négatifs, c'est le diamètre d'action est souvent plus faible que ce qui est annoncé par les constructeurs. Donc, ça nécessite une installation quand même assez rapprochée des ventilateurs entre eux, notamment pour éviter les effets de regroupement de troupeaux. Si on a une zone qui est trop confortable vis-à-vis d'autres zones dans le bâtiment en été, la problématique, c'est que les animaux vont vouloir se regrouper là où c'est plus confortable, et on pourrait induire d'autres problématiques de regroupement d'animaux, puisque derrière, on peut avoir un effet complètement contre-productif sur le fait d'accumuler ou de provoquer des regroupements d'animaux dans un bâtiment. Avant de choisir, comment pouvons-nous nous positionner? Pour moi, il y a 4 étapes importantes. La première, elle est de factualiser l'incidence des épisodes de stress thermique dans mon élevage. C'est-à-dire de reprendre les données peut-être sur les 2-3 dernières années, de mesurer et de factualiser quand il y a eu un épisode de forte chaleur ou un épisode de stress thermique, comment cela s'est factualisé sur mon élevage. Est-ce que j'ai des problématiques de maladie, des problématiques de qualité du lait, des problématiques de production, baisse de production, moins 1, moins 2 kg de lait par vache. Il faut le factualiser, c'est important puisque derrière ça va permettre de calculer notamment une notion de retour sur investissement dans le cadre d'un investissement. L'étape 2, c'est d'appréhender le fonctionnement initial de la ventilation de mon bâtiment. On l'a vu tout à l'heure, on peut venir mécaniser la ventilation, mais si le bâtiment est initialement pas bien structuré, ça ne fonctionnera mal. Donc je pense qu'un diagnostic d'ambiance est nécessaire afin de vérifier le bon fonctionnement des entrées d'air, des sorties d'air, et de voir les adaptations qui peuvent être nécessaires dans un bâtiment. La troisième étape, elle va être de corriger, d'apporter les solutions pour une ventilation et une bonne ventilation pour les 4 saisons, puisqu'aujourd'hui la plupart des bâtiments fonctionnent sur les 4 saisons, et de s'assurer que les critères zootechniques de prévention ont été mis en place. Et la dernière étape sera potentiellement, si nécessaire, d'installer une solution de ventilation dynamique dans le bâtiment et de pouvoir en mesurer le retour sur investissement. En résumé, avant le bâtiment, il est important d'adapter les conditions d'élevage pour bien lutter contre le stress thermique. J'en parlais en introduction, je reviens dessus. Un bon abreuvement, une bonne alimentation, de bonnes conditions d'accueil sont primordiaux pour adapter l'animal à une éventuelle augmentation des températures et un stress thermique à venir. Il faut prévoir des investissements qui soient rentables, et ils peuvent être très rentables s'ils sont bien réfléchis. N'oublions pas qu'une perte moyenne peut osciller entre 1 500 et 3 000 euros par épisode à l'échelle d'un troupeau pour un stress thermique. Donc, l'investir, forcément, ça peut être rentable, tant pour les animaux, pour la production, comme pour l'éleveur. Mais il est important également de bien checker toutes les étapes initiales pour trouver la bonne solution à son bâtiment, et afin de se garantir une bonne sérénité pour vous et également un niveau de sécurité accru pour le fonctionnement de son élevage. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces éléments, l'équipe bâtiment Littoral Normand est à votre disposition pour réaliser des diagnostics et pour vous accompagner dans vos décisions. Et pour les contacter, n'hésitez pas à joindre le service client de Littoral Normand qui saura vous orienter vers les personnes adéquates.